Bien, on va démarrer cette séance du Conseil. Bonsoir à toutes et tous. Je vais commencer par énumérer donc les personnes absentes. Il y en a pas mal aujourd'hui. J'espère que ce n'est pas dû à une épidémie de Covid. Donc, M. Chevet sera absent et il a donné procuration à Mme Pierre. M. Delaunay est absent, il a donné procuration à Mme Pinard. M. Joly est absent, la procuration est à M. Kermarek. Madame Maury est absente et la procuration est à M. Hervé. M. Boutin est absent et la procuration à Madame Séché. Madame Gaucher est absente et la procuration pour Madame Chevalier. M. Lecam est absent et il a donné sa procuration à M. Salio. M. Déguerré est également absent. Il a donné procuration à M. Saunier. Et M. Athanase est absent et il a donné la procuration à M. Houssin. J'espère que j'ai oublié personne. C'est bon pour tout le monde ? Très bien. Je propose de donner le secrétariat de séance à M. Salio, si vous en êtes d'accord. Vous t'en doutez un peu. Bien, je suppose que tout le monde a reçu avec l'ordre du jour le procès verbal du dernier conseil municipal, conseil du 14 novembre. Est-ce que vous avez des remarques éventuelles sur ce compte-rendu de conseil ? De procès verbal plutôt. Pas de remarques particulières ? Très bien, on va commencer l'ordre du jour de la séance d'aujourd'hui. Alors, comme première délibération, plutôt un rapport d'activité, on a le rapport d'activité de développement durable de Rennes Métropole. Donc, je suppose que vous en avez pris connaissance. Donc, je vais essayer de vous faire un petit rapport succinct. Alors, donc, il est établi qu'effectivement, chaque commune membre reçoit plutôt un rapport retraçant l'activité de la métropole concernant le développement durable et que ce rapport d'activité doit être exposé en séance de conseil municipal. Alors, donc, nous avons reçu le 10 octobre dernier ce rapport d'activité de développement durable de Rennes Métropole pour l'année 2021. Ce rapport reprend les 4 items du projet de territoire en mettant l'accent sur les réalisations de l'année, donc métropole entreprenante et innovante avec la Jeannet qui engage sa mutation industrielle, une stratégie pour l'agriculture et la limitation sur le territoire, et enfin Rennes Métropole, place forte de la cybersécurité, entre autres projets. Une métropole accueillante et solidaire, donc le renouvellement urbain lancé à plus de 60%, le contrat de ville, avec les habitants qui demandent à prendre l'espace. Un plan de soutien exceptionnel pour la jeunesse. Une métropole éco-responsable et exemplaire, avec la ligne B du métro, donc les essais et les tests au programme de l'année. Et puis évidemment, l'ouverture qui a eu lieu au mois de septembre. Un guide pour aménager les espaces publics. Une étude sur l'énergie pour étendre les réseaux de chaleur urbains. Et enfin, un plan de déchets 2030, avec une feuille de route pour l'avenir du traitement de ces déchets. Et dernier item du projet, donc la métropole capitale régionale attractive, avec l'Exporama, l'art contemporain qui donne les couleurs à l'été rennais, les coopérations de proximité avec des réalisations et des projets, et enfin le rapport financier 2021, que je vais également vous exposer, en tout cas dans les grandes lignes. Donc une première convention annuelle des élus municipaux a eu lieu le 13 novembre afin de présenter et d'échanger autour des chantiers prioritaires pour la métropole que sont l'accompagnement à la transformation de l'économie, la jeunesse, le logement, la rénovation énergétique, l'agriculture, l'alimentation durable et la participation citoyenne. Dans le prolongement et dans le cadre du pacte de gouvernance, des ateliers métropolitains ont été lancés. En tout, 13 rencontres, tables rondes, conférences ou webinaires ont été organisés. Ils ont permis à l'ensemble des élus de la métropole de s'approprier les enjeux du territoire. Les comités de secteur ont été installés également pour permettre de participer à l'élaboration des politiques métropolitaines et à leur bonne mise en œuvre. Ils participent également au développement des coopérations intercommunales.
Donc la Courrouze, qui entame sa transition écologique dans une démarche vers une construction bas carbone, le réemploi et l'urbanisme transitoire, avec le projet de halles en commun avec les structures de l'économie sociale et solidaire. L'accompagnement des copropriétés sur la rénovation énergétique vers le BBC, donc bâtiment basse consommation, avec éco-travaux, le processus qui permet aux propriétaires de faire des rénovations dans leur propriété. Stellantis, donc ex-PSA, sur le site de Nana-Janet, qui produit un nouveau modèle de voiture en version hybride et tout électrique. Cette convention à l'énergie verte va dans le sens de l'affirmation du pôle d'excellence industrielle dédié à la mobilité décarbonée et aux bâtiments durables portés par la métropole et la région de Bretagne. Parallèlement, avant son adoption en 2022, la stratégie métropolitaine en faveur de l'agriculture et du développement durable a été construite avec les habitants, les acteurs locaux et les communes. Elle vise à accompagner l'évolution des pratiques agricoles tout en garantissant les débouchés économiques aux exploitations engagées dans la transition. Un schéma directeur de l'économie sociale et solidaire a été adopté en décembre. Il permet d'identifier les enjeux du territoire en la matière et structure l'intervention de la métropole au travers d'un plan d'action concret décliné en 5 axes. Faciliter l'accès à l'immobilier et au foncier des entreprises de l'ESS, contribuer à l'animation du réseau d'acteurs de l'ESS, soutenir l'innovation sociale et le développement de nouvelles activités, faciliter l'accès des entreprises ESS au marché tant public que privé et accompagner la politique de l'emploi et le développement des compétences dans cette économie sociale et solidaire. Elle représente aujourd'hui 14% de l'emploi salarié du privé, avec près de 25 000 emplois. La métropole œuvre également auprès des demandeurs d'emploi et ce sont 883 personnes qui bénéficient de la politique mise en œuvre par le biais du plan local pour l'insertion et l'emploi, le PLI, qui a été prolongé en 2021, avant la mise en œuvre du programme national FSE+, donc FSE, Fonds social européen, pour la période 2022-2027. Une nouvelle animation de référents de parcours et la construction d'un plan d'action vont permettre une nouvelle offre de services du PLI, en particulier la médiation active à l'emploi et également la réalisation d'une cartographie entreprise qui va permettre d'avoir de meilleures relations entre le PLI, donc les demandeurs d'emploi, les structures d'insertion par l'activité économique et les entreprises du bassin d'emploi. La révision du PLH qui tente à maintenir la production de 5 000 nouveaux logements par an et d'augmenter sensiblement la part des logements encadrés par la puissance publique. Il y aura d'ailleurs un débat et une présentation au Conseil métropolitain à partir de février sur les nouveaux critères du PLH. Et le nouveau PLH devrait être normalement adopté au mois de septembre, si je me souviens bien. En fin d'année, non, au mois de décembre, pardon, au mois de décembre 2023. Mais entre-temps, il passera 2 fois au Conseil métropolitain. Donc les logements encadrés par la puissance publique, évidemment les logements aidés, les logements régulés et toute cette sorte de logements qui permet à tout un chacun de pouvoir se loger, soit dans des conditions sociales et de voir aussi la possibilité d'avoir une accession sociale également. Le programme de renouvellement urbain 2016-2026, dont bénéficient les quartiers rennais du Blône, de Maurepas et de Villejean, est réalisé à près de 60%. En matière de choix éco-responsables, les actions se sont multipliées en matière de mobilité, avec la finalisation de la ligne B du métro, en phase de test en 2021, et l'achèvement des stations. Une partie des bus de la Star sont passés au gaz naturel. La maison du vélo se délocalise également en version nomade dans les communes pour promouvoir ce mode de transport. Ils viennent régulièrement nous voir aussi, la maison du vélo, sur la commune de Bru. Et également le réseau Express Vélo, donc projet structurant d'itinéraires qui ont commencé à être aménagés. 9 km ont été réalisés entre 2018 et 2021. Et ce sont 23 km qui verront le jour en 2022, donc cette année. Par ailleurs, la conception d'un guide réalisé pour aménager les espaces publics permet de prendre en compte dans les projets d'aménagement, et ce, dès la conception, les objets en termes de mobilité, de cohésion sociale ou encore de transition écologique, ainsi que les projets urbains communaux. En termes d'aménagement, maintenant, les réflexions sont lancées pour concilier hausse démographique
démographique et sobriété foncière dans le contexte de la loi climat et résilience de 2021, qui est arrivée en application en août 2021, le 1er août 2021, et avec le principe de zéro artificialisation nette, la fameuse loi ZAN, qui doit arriver à l'horizon 2050. Par ailleurs, ce sont à l'étude les réseaux de chaleur urbains pour élaborer un nouveau schéma directeur et déployer et moderniser les réseaux. Voilà dans les grandes lignes. Maintenant, le rapport, les quelques points qui sont rappelés dans le rapport financier. Donc, le montant total des dépenses réelles du compte administratif 2021 représente 784 millions d'euros. La baisse de presque 25 millions d'euros par rapport à 2020 est liée au volume d'investissement dédié à la construction de la ligne B du métro, en baisse de 64,8 millions d'euros, atténué par la dynamique des investissements du budget principal, plus 3,2 millions d'euros, et le début des travaux de restructuration de l'usine de valorisation énergétique de Villejean, l'UVE, avec un investissement de 16,5 millions d'euros pour le budget déchets. L'activité retracée en fonctionnement est quant à elle en légère hausse de 2,3 millions d'euros. L'impact financier direct et mesurable de la crise sanitaire au compte administratif 2021 se chiffre à 1,27 million d'euros pour Rennes Métropole, ce qui porte le coût cumulé pour Rennes Métropole à 19,42 millions d'euros, dont 10,8 millions pour le budget transport urbain. Les dépenses de fonctionnement du budget principal s'élèvent à 283,38 millions d'euros. 38% des dépenses de fonctionnement du budget principal résultent des autres charges de gestion courantes qui comprennent le versement de subventions, contributions et participations. Parmi elles, la subvention versée au budget annexe transport, 56,6 millions d'euros, en stabilité, et le soutien aux tiers, 24,97 millions d'euros, qui est globalement maintenu au niveau de 2020, afin notamment de soutenir diverses politiques publiques dans le contexte de crise sanitaire. Les recettes de fonctionnement du budget principal s'élèvent à 340,43 millions d'euros. Elles sont en hausse de 3,8% par rapport à 2020. Les principales recettes de fonctionnement, les produits des impôts et taxes, qui s'élèvent à 225,57 millions d'euros, en progression de 0,6, soit 1,34 million d'euros par rapport à 2020. L'épargne brute, telle qu'elle ressort du compte administratif 2021, s'élève à 62,4 millions d'euros. Hors produit des cessions, elle s'élève à 57 millions d'euros. Les cessions pour un montant de 5,35 millions d'euros. La capacité de désendettement s'élève à 6 années, contre 6,1 en 2020 et 5,1 en 2019. Les dépenses d'investissement, 197,7 millions d'euros, progressent de plus 19,6% par rapport à 2020, principalement en raison de la hausse des dépenses d'équipement. Après avoir baissé en 2020 avec les arrêts de chantier liés à la crise sanitaire, ces dépenses d'équipement retrouvent en 2021 un niveau comparable à celui d'avant-crise, 145,8 millions d'euros en 2019. Parmi les dépenses d'équipement, les investissements pour la mobilité et les transports s'établissent à 58,45 millions d'euros contre 40,76 millions d'euros en 2020. Forte hausse qui s'analyse comme un retour à une situation normale de haut niveau d'investissement après une chute en 2020, liée évidemment à la crise Covid, donc avec une baisse de moins 37,1% qui a été liée à l'arrêt des chantiers lors du premier confinement. Plus de 29,8 millions d'euros ont été consacrés au développement de l'habitat et de l'accès au logement. Le soutien au développement économique représente 20,96 millions d'euros d'investissement, dont l'acquisition du bâtiment 78 à la Jeannet pour 7,36 millions d'euros. Alors que les investissements en faveur des grandes opérations d'aménagement s'élèvent à 14,69 millions d'euros. Les recettes d'investissement, hors emprunt, les recettes d'investissement sont en baisse de 3,3 millions d'euros pour s'établir à 45,4 millions d'euros. Pour ce qui concerne les budgets annexes, Rennes Métropole est doté de 14 budgets annexes. Le budget transport urbain est le plus important puisqu'il représente 163,92 millions d'euros de dépenses de fonctionnement en 2021.
je demanderai de bien vouloir prendre acte du présent rapport. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce rapport de développement durable? Monsieur Roulet. Merci, monsieur le maire. Chers collègues, en cette fin d'année 2022, vous nous invitez à prendre acte du rapport d'activité de développement durable de la métropole pour l'année 2021. Le contexte sanitaire a rendu cette année 2021 plus difficile encore pour les habitants, les entreprises, les commerces et les collectivités. Cependant, il faut bien en convenir, sur de nombreux chantiers jugés prioritaires, la métropole a poursuivi ses objectifs et vous en avez exposé les principaux résultats. Mes chers collègues, nous sommes à quelques jours de la période des vœux et l'instant est bien choisi pour en formuler quelques-uns. Sur les mobilités, espérons que les effets conjugués de la mise en service de la ligne B du métro, des nouveaux bus et des couloirs réservés apportent une amélioration de la circulation, car cela bouchonne toujours, de plus en plus, et 2021 et 2022 n'y ont rien changé. Pour le logement, sur lequel effectivement nous reviendrons début 2023 lorsqu'il s'agira de débattre du futur programme local de l'habitat, souhaitons que l'urgence de la réhabilitation thermique des bâtiments soit prise en compte à son juste niveau, car nous comptons aujourd'hui un retard préjudiciable dans ce domaine. Sur Bruges, je crois que ce sont plus de 1000 logements qui sont classés F et G. 1144 plus précisément. Concernant la politique des déchets, avec le plan déchets 2030 que vous avez annoncé, ce plan déchets peine à trouver son efficacité et des résultats décevants quant à la réduction des volumes. Là aussi, nous souhaitons qu'un nouvel élan lui soit donné dans les mois à venir pour sensibiliser davantage tous les acteurs, commerçants, particuliers, collectivités, agents. Souhaitons enfin que des enjeux absents de ce rapport figurent désormais parmi les préoccupations métropolitaines. Je l'avais déjà cité, mais la lutte contre les pollutions sonores. Mais il est vrai que dans ce domaine, la métropole n'en a pas fait vraiment une priorité. La création aussi d'infrastructures de charge pour les véhicules électriques, puisque je rappelle que c'est une compétence métropolitaine. Mais là aussi, la politique consiste davantage à pénaliser les automobilistes que de leur faciliter le quotidien. Voilà, je vous remercie. Merci. Alors effectivement, sur le problème des mobilités, nous le constatons également, effectivement, qu'il y a toujours autant de bouchons sur les rocades et sur les accès à Rennes le matin et le soir. Enfin, bon, effectivement, c'est un souci permanent. Et il faut évidemment continuer, je pense que la métropole doit continuer non seulement à développer des transports alternatifs. On a parlé du trambus, on en parlera mercredi soir puisqu'il y a une réunion publique sur ce sujet. Donc je pense que c'est aussi par ces... jeudi soir, pardon, excusez-moi. Donc jeudi soir, et donc on aura l'occasion d'en reparler, mais je pense qu'il faut effectivement, on est maintenant dans une phase où chacun doit aussi prendre un peu ses responsabilités, et se dire que s'il y a une alternative au choix de la voiture, bah, ce serait peut-être bien aussi qu'on s'y penche. Alors après, il faut effectivement que pour que les métropolitains choisissent un mode de transport en commun ou un mode de transport alternatif, que ce ne soit pas pénalisant pour eux. Et donc c'est bien aussi l'objet de la réflexion qui est faite au niveau de la métropole sur les questions des mobilités. Sur la rénovation thermique, oui, effectivement, il y a du retard. Il y a du retard à bien des niveaux. Il y a du retard à la métropole, mais aussi dans d'autres métropoles, dans d'autres régions de France. Je pense que c'est assez général. Malheureusement, je pense qu'on a pris beaucoup de retard sur ce sujet-là, peut-être par manque de conviction politique au niveau national, peut-être aussi parce qu'on n'a pas bien mesuré l'impact. Bon, j'espère que la loi qui doit bientôt être promulguée sur la rénovation thermique, en tout cas puisque on sait qu'il va y avoir des règles qui vont être établies sur la rénovation thermique des passoires énergétiques, puisque les propriétaires ne pourront plus louer dans les prochaines années
leurs propriétés, enfin leurs appartements ou leurs maisons qui seront trop passoires énergétiques. Donc je pense que ça va aussi inciter certains propriétaires, en tout cas, à faire des travaux qui vont être nécessaires. Et puis, il faut effectivement continuer la possibilité pour les ménages les plus modestes d'avoir des aides. Et donc, c'est bien aussi une des priorités, une des préoccupations de la métropole. Pour ce qui concerne les déchets, il y a effectivement une nouvelle impulsion qui est donnée au traitement des déchets sur la métropole. On a parlé effectivement de la rénovation de l'unité de valorisation d'énergie, qui va permettre aussi de mieux trier, de mieux considérer tous ces déchets qui nous arrivent. Donc il y a un effort à faire sur le tri. La métropole prend le dossier à bras-le-corps et a bien l'intention effectivement de faire baisser les statistiques de rejet de déchets individuels, puisque il y a un objectif, alors je ne sais plus exactement de combien, mais... Pardon ? Moins 54 kilos de déchets. Donc voilà, c'est un objectif certes ambitieux, mais j'espère qu'on arrivera à y arriver au fur et à mesure des années et persuader nos concitoyens métropolitains qu'effectivement, avec le tri et en faisant attention à ce qu'on achète aussi, parce que voilà, il y a aussi les modes de consommation qui font qu'on produit des déchets et que moins on en produira et mieux on se portera. Enfin, la lutte contre la pollution sonore, effectivement, c'est peut-être pas, je suis d'accord avec vous, c'est peut-être pas un sujet qui a été évoqué au cours des débats que j'ai pu suivre à la métropole. Maintenant, vous êtes également conseiller métropolitain, donc on a dit à tout le monde qu'on pouvait être, nous, Bru, force de proposition, par rapport, en tout cas c'était notre souhait. Donc je vous incite à le proposer, et en tout cas si vous le proposez, bien, je vous suivrai dans cette proposition, parce que la lutte contre la pollution sonore, c'est quelque chose d'important. Voilà. Madame Pierre. Oui, merci, bonsoir. Je voudrais compléter sur les différents points. Sur la rénovation énergétique, je pense que la métropole est quand même relativement proactive sur ces sujets, et il y a quand même des rénovations de copropriétés qui avancent bien. L'accompagnement de la LEC des particuliers est quelque chose qui existe et qui propose quand même des aides conséquentes. Je pense que le problème de base, c'est quand même la modification perpétuelle du système d'aide au niveau national, le manque de visibilité pour les personnes, et puis des restes à charge qui restent très importantes dans le cadre de travaux de rénovation qui sont souvent lourds pour arriver à des résultats qui permettent vraiment de mettre à l'abri des questions de hausse de l'énergie. Donc je crois que ce qu'on peut d'abord souhaiter, c'est que la politique nationale soit plus claire et plus impactante et plus incitante pour les habitants. Sur la question des déchets, effectivement, l'unité de valorisation est en travaux, mais par ailleurs, à partir de 2024, il y aura une incitation encore plus forte pour les habitants à faire du compostage et à donc trier leurs déchets à la source, et donc à ne plus mettre les déchets biodégradables dans leurs poubelles. Et ça, c'est aussi la loi à partir de janvier 2024. Et par ailleurs, il y a des gros efforts qui sont faits sur les questions d'économie circulaire et la question des déchets du bâtiment, qui sont quelque chose en termes de quantité qui sont assez énormes. Et pour finir sur les questions de bruit, c'est aussi lié aux questions de mobilité, donc travailler sur l'amélioration de la mobilité douce et sur l'autosolisme, c'est une façon aussi de lutter contre le bruit, et on peut penser que la métropole est assez proactive sur ces sujets. Merci, Monsieur Camaret. Oui, merci, bonsoir. Gaël a à peu près tout dit. Je voulais juste quand même faire remarquer que les vœux de M. Roulet, c'est bien, c'est sur l'année 2021. Il trouve qu'en 2022, on a quand même voté un nouveau plan de collecte des déchets. Et puis, tout ce qu'a annoncé
Gaël, qu'on a aussi une étude sur le métabolisme métropolitain concernant notamment les déchets, et que pour ce qui concerne le bruit, il y a évidemment encore quelques nuisances, mais il n'y a que 0,3% de la population de la métropole qui est concernée par les nuisances sonores dues aux infrastructures routières de Rennes Métropole, et que là encore, nous avons récemment adopté un plan de lutte contre les nuisances sonores. Voilà, donc une partie des vœux de M. Roulet est déjà réalisée. Monsieur Roulet. Alors je vais me permettre de répondre, je ne voulais pas le faire, mais là, franchement, je suis obligé. Si on s'arrête qu'au Brusois, dans le diagnostic qui a été fait, on sait que c'est plus de 0,3% de la population qui est confrontée au bruit routier, et vous le savez aussi, puisque vous participez aux travaux de la métropole. Donc c'est un sujet dont personne ne s'est emparé. Et moi, je parle des Brusois, là, je ne parle pas des Vernois qui sont soumis au bruit de l'aéroport. Hein. Je m'intéresse que, là, pour le coup, aux Brusois. Je n'ai pas le décompte de tous les autres. Mais je n'ai pas vu, dans le plan de prévention qui a été proposé par Rennes Métropole, des actions significatives pour diminuer le bruit routier sur le sud de Rennes. Or, c'est un point noir qui a été relevé. Voilà, j'en arrêterai là. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres réflexions par rapport à ça? Pas d'autres? Donc nous prenons acte de ce rapport. Délibération numéro 2, développement économique, ouverture exceptionnelle dimanche et jour férié en 2023, Monsieur Leroy. Oui, bonjour à tous. Développement économique, donc cette délibération est classique donc en fin d'année pour l'année suivante. Comme les années précédentes, en fait, le maire propose l'ouverture des commerces brusois au nombre de 3 pour les commerces de détail. Les 3 dimanches précédents Noël, c'est-à-dire les 10, 17 et 24 décembre, et l'ouverture des commerces de concession automobile les dimanches 15 janvier, 12 mars, 11 juin, 17 septembre et 15 octobre, donc en accord avec la CNPA, enfin le CNPA, pardon. Et exceptionnellement, donc cette année 2023, étant donné que le premier de l'an 2024 tombe un lundi, les commerces nous ont fait part d'une demande d'ouverture exceptionnelle supplémentaire le 31 décembre pour éviter une fermeture 2 jours consécutifs, le 31 et le 1er janvier, 31 décembre et le 1er janvier. Donc je vous demanderai de approuver l'ouverture pour les commerces de détail les dimanches 10, 17, 24 et 31 décembre 2023 et pour les concessions automobiles 15 janvier, 12 mars, 11 juin, 17 septembre et 15 octobre. De préciser que ces dates seront définies par un arrêté du maire après consultation des organisations d'employeurs et de salariés concernés par le commerce de détail et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tout document afférent à ce dossier. Merci, Monsieur Leroy. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Monsieur le maire. Oui, Monsieur Saunier. Juste une remarque sur la demande sur le 31. Ça va entraîner, donc c'est des dimanches, ça va entraîner pour ceux qui vont travailler forcément des perturbations. Elle se motive en fait votre acceptation. Pour quelle raison? Alors, l'acceptation du dimanche 31 décembre, c'est évidemment parce que le premier étant férié et que beaucoup de commerces font, j'allais dire, des opérations, notamment sur des produits de la mer qui doivent rester frais. C'est principalement pour cette raison qu'a été autorisée cette ouverture. Avec des conséquences forcément sur... Je me souviens de quelques débats que nous avons eus en commission, forcément de quelques conséquences sur les personnes qui devront travailler sur le sujet. Voilà, et je suppose que ça fait l'unanimité, donc ici.
Oui, C'est intéressant de voir comment chacun va pouvoir voter. Oui, c'est effectivement une question qu'on peut se poser, bon, pour laquelle on a répondu. Hein, la raison technique, c'est celle que je vous ai évoquée, et je tiens à rappeler que l'ouverture des dimanches fait l'objet d'un volontariat de la part des salariés, un volontariat écrit, et avec des conditions de rémunération qui sont doublées de l'octroi d'un repos compensateur. Donc c'est de toute façon à la volonté du salarié de travailler ce jour-là. Je vous remercie, Monsieur Leroy, pour le soutien à l'emploi et puis donc aux personnes qui pourront travailler. Et donc je pense que ça va s'exprimer aussi dans le vote. On va pouvoir constater derrière. Merci. J'aimerais bien vous poser une question, Monsieur Saunier. Oui. Si on ne l'avait pas autorisé, est-ce que vous auriez défendu les commerçants comme vous l'avez fait dans la presse? Enfin, c'est pas vous d'ailleurs. Quelques-uns de quelques personnes l'ont fait récemment en soutenant les commerçants. Moi, Je vous pose la question parce que, voilà, Mais c'est un choix qu'on fait entre les commerçants et les salariés. Bon, on a autorisé cette ouverture le 31 décembre pour faire en sorte que les commerçants puissent faire leur... Vous avez noté, Monsieur le maire, dans mon propos, que je n'ai pas du tout remis en cause ce choix. Très bien. Juste que l'on l'explique et qu'on le porte à l'ensemble des membres ici présents de l'Assemblée. Donc voilà, c'est juste ce débat-là. Et bien évidemment, le soutien à l'association, enfin des commerçants et aux commerçants, est porté par notre groupe et en particulier dans chacune de nos actions. Donc sur le sujet, on n'a pas de leçon à recevoir, Monsieur le maire. Très bien, je vous remercie pour ces précisions. Donc de toute manière, je pense que si on avait pris une décision ou une autre, on aurait été critiqué. Merci. Proposition suivante. Ah, pardon, le vote. J'ai oublié le vote, excusez-moi. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Donc la proposition est adoptée à l'unanimité. Merci. Alors, Monsieur Leroy, encore pour les finances, subvention d'équilibre du budget annexe de la restauration. Oui, donc finance à partir de maintenant. Donc en exercice 2022, donc la ville de Brest a voté au budget primitif des crédits à hauteur de 466 000 € pour le déficit du budget à restauration. Somme qui s'avérera légèrement insuffisante, en effet, due à l'augmentation des fluides de l'ordre de 12 500 €, non pas 17 000 comme il est noté, petite coquille, et des augmentations de charges de personnel à hauteur de 33 000 €. Donc il est proposé une augmentation de la subvention de déficit, subvention compensée donc par les recettes de restauration supérieures, donc de l'ordre de 30 000 € et un prélèvement sur les dépenses imprévues, donc qui n'ont pas eu lieu, à hauteur de 10 000 €. Donc afin de définir le montant du virement d'équilibre de 2022, une projection des résultats donc, a été réalisée avec les éléments que je viens de dire. Sur cette projection, le déficit sera de 471 500 €. Donc 2 DM seront présentés donc à suivre pour augmenter les crédits. Et je vous demanderai de bien vouloir autoriser le versement de la subvention d'équilibre au budget annexe restauration d'un montant de 471 500 € pour 2022. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions? Donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité. Merci. Finance, donc, en relation avec la précédente, la décision modificative numéro 5 du budget principal. Monsieur Leroy, pardon. Merci. Oui, donc à suivre, donc la DM au budget principal, donc composé de quelques lignes, donc l'augmentation donc de la subvention au budget d'équilibre de 5 500 € dont je viens de parler, compensée par les recettes en restauration de la LSH et de la cantine pour un montant de 30 000 €. Et en parallèle de ça, on a aussi deux lignes en investissement qui viennent compléter cette DM pour la création des plateaux sportifs et du bardage du Grand Logis, donc, dont les dépenses dépassent le budget alloué de 200 000 €. 200 000 € donc, qui seront enlevés des dépenses du chapitre 21, donc sur les terrains aménagés, donc les travaux qui n'ont pas eu lieu, donc chemin des Rosiers, foyer rugby, défense incendie, entre autres, donc plusieurs petites choses qui n'ont pas eu lieu.
Comme je disais, vous voyez le tableau, hein, déficit des budgets annexes, donc dépenses de 5 000 € supplémentaires, reversement des budgets annexes, dépenses de 30 000 €, redevance de la LSH 25 000 € supplémentaires et du périscolaire 10 500 €, soit un équilibre à 35 500 €. Et en investissement, donc les 200 000 € dont je parlais sur chaque ligne 23 et 21. Donc je vous demanderai de bien vouloir approuver la DM numéro 5 de l'exercice 2022. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions, donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc délibération adoptée à l'unanimité. Délibération numéro 5 maintenant, décision modificative numéro 1, budget annexe restauration, Monsieur Leroy. Donc toujours dans la foulée, hein, le budget annexe restauration cette fois, donc on retrouve les 12 500 € de dépassement de fluide, donc en chapitre 11, l'augmentation des charges du personnel en chapitre 12, la diminution des dépenses au chapitre dépenses imprévues de 10 000 € et les deux reversements dont je viens de parler, 30 000 € et 5 500 € en reversement de rattachement et en charge du déficit. Donc je vous demanderai de bien vouloir approuver la DM numéro 1 de l'exercice 2022 pour le budget annexe restauration. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 6. Finance toujours. Ouverture de crédit anticipé sur le programme d'investissement 2023 avant le vote du budget 2023. Monsieur Leroy. Oui, voilà, tout est dans le titre, hein, comme chaque année. Donc, on ouvre les crédits avant le passage du budget de l'année suivante, donc à hauteur du quart de l'année en cours, c'est-à-dire de l'année 2022. Donc, je vais pas vous lire le tableau ligne à ligne. Donc, je vous demanderai d'autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits inscrits au budget de l'exercice 2022, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette et dépenses d'ordre. Dire que les crédits ouverts seront repris au BP 2023 et de décider de ventiler les crédits comme dans le tableau fourni. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité. Délibération numéro 7, finance encore, participation 2023 au syndicat de musique Rive-Sud. Oui, donc là encore, hein, deux délibérations qui vont venir classiques de fin d'année sur les participations à suivre des deux syndicats dont on fait partie, à savoir donc le premier syndicat Rive-Sud. Participation de 2022, 335 996 €. Donc avec une première subvention en janvier qui correspond à 30% de la somme, une suivante de 40%. Qui correspond, de 40% de la somme qui sera votée au budget et fin mai le versement du reste de la participation. Donc, je vous demanderai de bien vouloir accepter ces modalités et d'autoriser le versement de cette première participation à hauteur donc de 100 798 € en janvier. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 8. Cette fois-ci, il s'agit de la participation au syndicat intercommunal de la piscine de la Contrie. Monsieur Leroy. Oui, donc piscine de la Contrie, même principe avec des modalités de subvention un peu différentes. Donc en 2022, la participation était de 153 411 €. Pour l'année 2023, donc elle sera distribuée à 50% de cette somme en janvier et le reste, en tout cas le solde de la participation de l'année qui sera voté au BP en avril. Je vous demanderai de bien vouloir accepter ces modalités et d'autoriser le versement de cette première participation à hauteur de 76 705,50 € en janvier. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité. Merci. Finance, enfin, toujours la dernière délibération. Convention de mise à disposition de moyens, Ville de Bru, CCAS. Monsieur Leroy.
Oui, donc, merci. Les services de la ville donc, exécutent pour le compte du CCAS différentes missions qui ont été formalisées lors d'une convention de mise à disposition adoptée lors de la délibération numéro 4 en septembre 2019. Cette convention d'une durée de 3 ans arrive à son achèvement le 31 décembre et il est nécessaire de procéder à son renouvellement. Donc les principales missions sont de l'ordre des RH, la réalisation de la paye des agents du CCAS chaque mois, la saisie des arrêts maladie et les actions de formation. Et de la part du service finance sur le périmètre du budget du CCAS et du budget SAAD, le paiement par mandat en fonction et en investissement, en fonctionnement et en investissement, et facturation par titre de recettes, saisie des immobilisations et passation des écritures d'amortissement, passation des écritures pour les régies d'avance et de recettes et saisie des bordereaux de recettes à régulariser. Donc le temps de réalisation de l'ensemble de ces tâches est estimé à 1 jour et demi par mois pour les services de la ville. Cette mise à disposition de moyens est réalisée par la ville à titre gracieux. La durée de la convention est de 1 an. Je vous demanderai de bien vouloir approuver les termes de la convention de mise à disposition de moyens à intervenir entre la ville et le CCAS, d'autoriser monsieur le maire à la signer et je vous souhaite un joyeux Noël. Merci, monsieur Leroy. C'est très gentil pour ces vœux. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions ? Donc je passe au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Proposition adoptée à l'unanimité. Merci. On passe à l'aménagement maintenant, avec la 10e délibération. Les anciens services techniques, Grand Paty, convention d'occupation précaire pour l'artiste Ninos. Madame Pinard. Alors, c'est suite à une délibération qu'on avait déjà passée au 26 septembre 2022. Donc, le site des services techniques municipaux a été déplacé en 2021 sur la zone d'activité de l'Éperon. De ce fait, les locaux du Grand Paty sont désormais vides et servent en partie de stockage pour du matériel communal. Suite à la délibération du 26 septembre 2022 autorisant la mise à disposition à titre gratuit pour une durée de 6 mois maximum à l'artiste Ninos, la signature d'une seconde convention de mise à disposition englobant la partie accessible au public est désormais nécessaire. Les procédures administratives permettant l'ouverture au public étant en cours, la signature de cette convention interviendra à compter de la délivrance de l'autorisation de travaux en cours d'instruction. Ninos occupera des espaces de stockage pour une surface de 374 m², ainsi que des espaces ouverts au public pour une surface de 67 m², conformément au plan joint. Celle-ci est conditionnée au projet artistique et culturel de l'artiste qui fera l'objet d'une convention de partenariat avec le service culture et vie associative. L'artiste s'engage également à entretenir les parties communes partagées avec les autres locataires et figurer au plan joint. La convention est conclue pour une durée de 1 an renouvelable, étant précisé qu'il pourrait être mis fin à la convention dans les 6 mois d'une délibération lançant la réalisation d'une étude urbaine ou de réaménagement urbain, ou dans les 3 mois d'une délibération actant la vente à un promoteur, un constructeur ou un professionnel de l'immobilier. Le locataire pourra y mettre fin à tout moment, moyennant un préavis de 3 mois, notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et ce, sans que le congé ait besoin d'être motivé. La présente convention étant précaire, elle doit être consentie moyennant une indemnité inférieure à la valeur locative réelle. Il est proposé le prix de 1 500 € par an. Ce prix est inférieur au prix constaté dans des locaux similaires dans le secteur. Je vous demanderai de bien vouloir autoriser monsieur le maire ou un adjoint à signer la convention d'occupation précaire au profit de l'artiste Ninos. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération ? Pas de questions ? Je passe au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Donc, proposition adoptée à l'unanimité. Merci. Aménagement toujours, mais cette fois-ci, c'est une convention d'installation du réseau LoRa à l'église. C'est bien ça ? Oui, merci. Madame Pierre. Oui, alors donc on a 2 délibérations à suivre qui sont quasiment identiques, simplement sur des lieux différents. Donc nous sommes dans le cadre du programme E = MCB, donc sur la réduction des consommations d'énergie à Bru. Donc on avait déjà passé des délibérations à ce sujet, et là il s'agit d'installer les antennes LoRa qui vont permettre aux informations qui vont remonter des compteurs connectés,
de circuler et de pouvoir nous donner les informations intéressantes pour réduire les consommations. Donc Rennes Métropole procède depuis 2017 au développement d'un réseau privé de communication électronique de type LoRa, relatif à l'Internet des objets. Ce réseau couvre aujourd'hui une grande partie du territoire métropolitain. Il est utilisé par les métropoles dans le cadre de ses compétences propres et mis à disposition de manière expérimentale auprès de partenaires afin d'encourager les usages et les retours d'expérience. Dans le cadre de leurs relations, les parties se sont rapprochées afin de signer un contrat d'hébergement par mise à disposition de locaux et services associés pour l'implantation des équipements techniques sur des sites du parc de l'hébergeur. Donc, pour cette première délibération, le présent contrat a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles l'hébergeur, donc la ville de Bru, met à disposition de Rennes Métropole l'emplacement et les services situés sur l'église Saint-Martin à Bru. Donc l'hébergeur s'engage à mettre à disposition un espace pour la pose de 2 antennes d'une hauteur d'environ 30 cm, un espace pour un coffret radio. La maintenance des équipements fournis et installés par Rennes Métropole est à la charge de Rennes Métropole. Les équipements et les informations qui transitent et qui sont liés sont et demeurent la propriété de Rennes Métropole. Le présent contrat est conclu pour une période initiale débutant à la signature pour une durée initiale de 5 ans. La rémunération, donc il est entendu entre les parties que ce contrat de droit civil est conclu à titre gracieux et que dans le cadre de ce contrat, l'hébergeur s'engage à préserver la confidentialité des équipements techniques, des informations confidentielles et ou propriétaires de Rennes Métropole, à interdire l'accès direct ou indirect aux équipements techniques à toute personne autre que celle habilitée par Rennes Métropole, à ne pas désassembler, décompiler ou faire du reverse engineering sur les équipements techniques. Donc cet engagement de confidentialité restera valable pendant une durée d'1 an après la cessation pour quelques raisons que ce soit du contrat. Et puis, voilà, pour les grandes lignes de ce contrat. Et donc, je vous demanderai de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à signer la convention d'installation du réseau LoRa. Merci Madame Pierre. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions? Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité. Merci. Donc la délibération numéro 12. Donc c'est la suivante. C'est la suivante. Donc c'est la même délibération, simplement l'emplacement diffère et donc cette fois-ci les antennes, donc pareil 2 antennes fixées sur un mât au niveau du pylône sur la plaine du Vert-Buisson à Bru. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions? Donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité. Merci. On passe à l'éducation et donc la convention 2023 avec la Maison de la Consommation et de l'Environnement. Avenant numéro 25, Monsieur Hervé. Donc c'est une convention annuelle qu'on passe avec la Maison de la Consommation de l'Environnement, la MCE, pour le service de restauration et la livraison des repas sur les groupes scolaires et les 2 structures petite enfance, la crèche municipale et la crèche associative. Donc nous avons établi avec la MCE depuis 1999 une collaboration portant sur des conseils, élaboration des menus, grammage auprès de l'équipe de restauration et sur la sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc chaque année, la MCE propose un avenant à la convention initiale datant de 1999. Pour 2023, la MCE propose de reconduire la convention en garantissant la prise en compte des politiques publiques de l'alimentation, notamment la loi Agriculture et l'alimentation, la loi Egalim, ainsi que le programme national Nutrition, Santé et Plan national de l'alimentation. Donc ainsi, en 2023, les conseils dispensés par la MCE auprès du responsable de la cuisine centrale pour la restauration scolaire et la restauration petite enfance s'articuleront autour des aspects suivants. Aide pour la composition des menus adaptés aux besoins nutritionnels et aux capacités digestives des enfants selon l'âge, de 12 mois à 10 ans, prise en compte des contraintes techniques propres à la cuisine centrale, temps, personnel présent, matériels locaux et des contraintes financières, soutien technique en matière de qualité nutritionnelle des aliments, conditionnement, grammage, valeurs nutritionnelles, conditions de conservation, techniques culinaires,
Prise en compte dans la mesure du possible des goûts des enfants, des attentes des parents et des enseignants, concertation avec la directrice de la crèche, la responsable du service école et le gestionnaire de la cuisine centrale municipale. Ce travail de conseil pour la restauration scolaire et petite enfance est évalué à 10 jours. Il sera ajusté au réel en fonction du temps passé. Par ailleurs, à l'initiative de la mairie, la diététicienne participera à 2 commissions menu scolaire et 2 commissions menu petite enfance par an. Ce travail est estimé à une demi-journée par commission, soit 2 jours au total pour ces 4 commissions. Il sera également ajusté au réel en fonction du temps passé. La MCE réalisera en fin d'année un bilan d'activité synthétique sans coût supplémentaire. Pour l'année 2023, le coût d'une journée est de 443,42 € net de taxes, contre 430,50 € en 2022, soit 5 321,04 € pour l'ensemble des 12 jours prévus. Je vous demanderai de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à signer la convention de partenariat entre la ville de Bru et la Maison de la Consommation et de l'Environnement. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions? Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité. Merci. Éducation toujours. Tarif des repas d'enseignants pour l'année 2023. Pardon, excusez-moi, j'en ai raté une. Donc c'est la 14. On est bien sur la 14. Tarif des agents municipaux à la restauration municipale année 2023. Monsieur Hervé. Donc, il est proposé au personnel de la ville déjeunant au restaurant municipal 3 formules de repas incluant un supplément pour le café et le fromage. Pour l'année 2023, il est proposé d'appliquer une augmentation de 4,5%, donc en cohérence avec les autres augmentations qui ont été validées au dernier conseil municipal, au tarif de l'année 2022 afin de suivre l'inflation. Donc je vous demanderai de bien vouloir adopter les tarifs de la restauration municipale 2023 pour les agents municipaux et autoriser Monsieur le maire à accomplir tout acte nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité. Merci. Donc la 15, donc éducation, tarif repas enseignant, année 2023. Monsieur Hervé. Donc dans la lignée de la précédente, donc, il s'agit là pour les enseignants des groupes scolaires primaires qui peuvent bénéficier du service de restauration scolaire au même titre que les élèves. Le tarif du repas était de 6,63 en 2022. Il est proposé de l'actualiser, ce tarif à partir du 1er janvier 2023, je pense, non, 2022, en retenant une augmentation de 4,5% afin de tenir compte de l'inflation. Les stagiaires enseignants sont soumis au même régime tarifaire. Certains enseignants, en fonction de leur indice, peuvent bénéficier d'un tarif conventionné. Donc le tarif du repas moins la participation de l'académie. Ce conventionnement permet à la ville d'être remboursée directement par l'académie. Donc le tarif normal 6,93 et le tarif conventionné 6,93 € moins la participation de l'académie. Je vous demanderai de bien vouloir adopter les tarifs de la restauration municipale 2023 pour les enseignants, ainsi que le recouvrement de la participation versée par l'académie. Autorisez Monsieur le maire à accomplir tout acte nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Merci Monsieur Hervé. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 16, éducation encore, fourniture des repas et des goûters à la crèche du Jardin des Lutins, tarif année 2023. Monsieur Hervé. Donc toujours une délibération sur l'augmentation des tarifs. Donc la ville de Bru, dans le cadre de sa politique petite enfance, a volonté de soutenir les structures petite enfance du territoire. Ainsi, la cuisine centrale assure la production et la livraison des repas adaptés au public des 0-3 ans pour la crèche associative Le Jardin des Lutins depuis plusieurs années. La cuisine centrale produit et livre également les goûters sur le même tarif que celui pratiqué pour le multi-accueil municipal. Pour l'année 2023, il est proposé d'appliquer une augmentation de 4,5% du tarif TTC de l'année 2022 afin de tenir compte de l'inflation. Je vous demanderai de bien vouloir
adopter les tarifs des repas et goûters de la crèche Jardin des Lutins pour l'année 2023 et autoriser Monsieur le maire à accomplir tout acte nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Merci, Monsieur Hervé. Est-ce qu'il y a des questions? Madame Le Russard? Oui, bonsoir. Bonsoir. À la veille des vacances scolaires de Noël et pour les enfants de nos écoles, il était d'usage que la ville offre un goûter de Noël dans les écoles publiques et privées de la ville pour le plus grand plaisir des enfants. Qu'en est-il cette année? Le goûter de Noël sera-t-il offert aux écoles privées et publiques de la ville? Le goûter de Noël était également offert aux enfants gardés par les assistantes maternelles de Bru. Qu'en est-il également sur ce sujet? Merci. Merci, Madame Le Russard. Monsieur Hervé? Les goûters ont été arrêtés il y a quelques années, je pense, entre autres depuis le Covid. Pendant le Covid, il n'y a pas eu de goûter. Et aujourd'hui, pour cette année, il n'a pas été prévu de remettre en place des goûters. C'est un sujet qu'on n'a pas évoqué, effectivement. Pardon, Monsieur Saunier? C'est juste à 0,67 € ou 0,70. Je ne pense pas que c'est une histoire de coût. Non. Non, c'est pas une histoire de coût. C'est simplement que ça n'a pas été évoqué parce que depuis qu'on est arrivé à la mairie, on n'a pas eu de goûter à faire puisqu'on était en pleine période Covid. Donc voilà, c'était un sujet qu'on n'a pas du tout abordé. Je suis honnête avec vous, je vous le dis. Voilà, c'est tout. Sincèrement, je trouve que c'est dommage d'avoir arrêté quelque chose qui, pour le plaisir des enfants... Du public et du privé permettait d'avoir un goûter somme toute à la veille de Noël. Je comprends et nous bien. souhaiterions, si vous l'acceptez, qu'on y remédie pour une prochaine occasion. C'est entendu. Merci Voilà, d'accepter. on en rediscutera en bureau municipal et on verra quelle décision on va prendre par rapport à ça. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, moi, j'étais pas du tout au courant de ce moment-là. Mais je trouve que c'est, comme vous le dites, Madame Le Russard, un moment festif et qui peut faire plaisir à la fois aux familles et aux enfants. Donc, voilà. Je n'y suis pas opposé. Madame Leton. Oui, bonsoir tout le monde. Je profite de cette occasion pour revenir aussi sur un sujet que nous avions évoqué lors des précédents conseils municipaux, puisque nous avons appris qu'il y a eu une réunion d'organiser avec les parents d'élèves de l'école privée, auxquels d'ailleurs nous n'étions pas conviés. On est un petit peu loin du sujet, là. Enfin bon. Si vous voulez, mais allez-y. on était dans les repas, voilà. Donc on voudrait savoir surtout où vous en êtes sur ce sujet-là avec l'école de la Providence Verbuisson. Écoutez, on a rencontré effectivement la directrice et l'OGEC dans une réunion. On a rencontré les parents d'élèves également. Donc on a échangé sur le sujet et on est en train de préparer une convention qu'on soumettra à Madame Boissivon et également à l'OGEC. Et est-ce que vous êtes revenu sur une décision, un changement par rapport à avant? Pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus. Voilà, on va faire des propositions et on va discuter avec la direction de l'école de la Providence du Verbuisson. Et on verra. Donc je ne peux pas vous en dire plus pour le moment. Merci. Donc je passe au vote. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent voter contre? Des abstentions? Donc cette proposition est adoptée à l'unanimité. Merci. Vie associative maintenant, attribution d'une subvention au profit de l'AFM Téléthon, Monsieur Kermarek. Oui, il s'agit comme chaque année, d'affirmer son soutien à la délégation, le soutien de la ville, à la délégation départementale de l'AFM Téléthon, en lui attribuant une subvention de 500 €. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions, donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité. Merci. Culture maintenant. École de musique de Cîmes Rive-Sud. Le rapport d'activité 2021-2022. Madame Durand. Bonsoir. Donc je vais vous présenter le rapport d'activité de l'école de musique pour l'année 2021-2022.
Voilà. Auparavant, je souhaitais vous dire quelques mots. Je vous avais évoqué lors du dernier conseil municipal les difficultés financières du CIM, principalement dues à une augmentation du budget RH indépendante de notre volonté et le remboursement des familles lors de la crise sanitaire qui a fragilisé un petit peu notre excédent. Je m'étais également engagée lors du dernier conseil à vous donner le montant de la subvention exceptionnelle demandée aux communes. Nous sommes en train d'y travailler et nous faisons actuellement la demande d'un soutien de 650 000 € partagé entre les 6 communes du syndicat. Je ne donnerai pas pour l'instant le montant pour la ville de Bru car nous sommes en train de réfléchir à une potentielle évolution de la clé de répartition qui n'a pas été réétudiée depuis 2008. Nous rencontrons d'ailleurs à ce sujet les maires des 6 communes très prochainement et nous allons en discuter ensemble. Voilà. Avant de présenter le rapport d'activité, je voulais vous dire qu'en tant que présidente, je suis parfaitement consciente de l'impact de cette demande sur le budget des communes, notamment dans le contexte actuel, et c'est compliqué de demander un tel soutien. Je souhaite néanmoins défendre cet établissement et tout son personnel. Le syndicat a été créé en 2008 pour avoir la mission noble pour moi de développer la musique sur le territoire, constitué à l'époque de 5 communes plus ou moins peuplées, Bru étant évidemment la commune la plus importante. L'Aillé a rejoint le syndicat depuis. L'école remplit sa mission d'enseignement et de transmission avec passion. Son organisation est complexe car constituée de matières, de cours, d'ensembles, de lieux, de nombres et de profils d'usagers très différents. C'est une organisation très complexe. Nous travaillons en bonne intelligence avec les élus vice-présidents des autres communes et je voudrais rappeler que nous sommes très impliqués dans la mise en œuvre d'un développement de la musique pour le plus grand nombre. Voilà. Donc nous espérons vraiment la validation de ce soutien financier. Donc je vais maintenant vous présenter les chiffres clés, le rapport d'activité. Alors, tout d'abord, je vais vous présenter les chiffres. Je vais faire rapidement. Donc, d'après la source INSEE 2019, il y a 41 000 habitants, 41 412 habitants sur le territoire. En 21-22, 570 apprenants ont été concernés par l'enseignement. Et 3 787 personnes ont pu bénéficier d'une action partenariale sur les 6 sites d'enseignement, donc pour les 6 communes membres. Voilà, donc l'école de musique en 21-22, ce sont 33 agents, 16 agents titulaires et 17 agents contractuels. 3 personnes au niveau du pôle administratif et 1 personne au niveau du pôle technique. Les publics ciblés, donc il y a 1614 bénéficiaires d'intervention en milieu scolaire, 1063 autres personnes touchées par les autres actions partenariales, 1110 bénéficiaires de présentation d'instruments. Alors la présentation d'instruments, ce sont les enseignants qui se déplacent dans les écoles au mois de juin pour présenter différents instruments, pour donner l'envie aux enfants voilà, ils présentent, ils font jouer également, les enfants peuvent les utiliser un petit peu, et 570 élèves qui apprennent, qui bénéficient de l'enseignement avec 20 disciplines instrumentales. Les missions, donc, il y en a 6 qui sont écrites ici. Donc, l'enseignement artistique, l'éveil, la découverte musicale et instrumentale pour les jeunes enfants, le plan, évidemment, musique à l'école, qui est un dispositif cofinancé par le département, les partenariats, qui sont des moyens de développer la musique vers d'autres publics, donc principalement la petite enfance, les seniors, les personnes en situation de handicap, etc. L'école développe aussi beaucoup les pratiques collectives, voilà, pour développer l'apprentissage collectif et des manifestations publiques. Donc les auditions sont de plus en plus publiques et voilà, il y a également des spectacles qui sont organisés en lien avec les communes et les acteurs locaux des communes.
Le comité syndical est représenté donc de 18 personnes, 18 membres, 3 personnes par membre. Bon, mais voilà, 6, qu'est-ce que j'ai dit ? Pardon, 3 personnes par commune, 3 personnes par commune et 5 vice-présidentes et une présidente. Voilà. Nous avons accueilli l'AIE en janvier 2022. Les membres du bureau, ce qui est important, portent une ou plusieurs délégations. Donc nous partageons un petit peu le travail au niveau des vice-présidentes. Il y a, je ne vous donne pas les bureaux parce que nous en avons beaucoup plus, mais il y a 5 comités syndicaux. Il y a eu 37 délibérations cette année. Évidemment, avec le débat d'orientation budgétaire, l'approbation du compte administratif, le plan de formation, les tarifs, les réflexions autour du personnel. L'organigramme, donc voilà, je ne vais peut-être pas m'étaler dessus. Donc voilà, l'élu, directeur, pôle administratif, équipe pédagogique, pôle technique. Ensuite, le nombre d'élèves d'inscrits. Alors, il y a eu un petit peu plus d'inscrits cette année, en 2021-2022, 1,24%. Cette hausse est notamment marquée par l'entrée d'une nouvelle commune adhérente au syndicat qui est l'AIE, parce que finalement ça n'a pas beaucoup évolué, sinon au niveau des autres communes pour cette année. Ça n'a pas beaucoup augmenté. Un petit peu plus en 2022-2023 parce que la crise sanitaire a un petit peu évolué. Au niveau des cours dispensés par commune, donc c'est quelque chose qui est en train d'évoluer, mais pour cette année, on est encore resté sur l'ancien modèle, sur cette année 2021-2022, puisque pour l'année suivante, il va y avoir des pôles qui seront, enfin, pour cette année 2022-2023 plutôt, des pôles ont été mis en place. Voilà, l'idée c'est de mieux répartir l'enseignement sur les communes et d'optimiser aussi les déplacements des enseignants. Donc là, ce qu'il faut retenir pour cette année 21-22, c'est qu'il y a de l'éveil musical dans toutes les communes pratiquement, sauf Pompéan, de la découverte musicale et instrumentale également pratiquement, non pas pratiquement, à Bourg-Barré et à Bru. Et par contre, de la formation musicale dans 3 communes et des instruments répartis. Mais c'est quelque chose qui a évolué cette année. Au niveau des cursus, il y a, on peut remarquer, alors c'est la page suivante, on peut remarquer cette année, voilà, on peut remarquer une forte hausse pour les aspirants. Les aspirants, ce sont ceux qui après la découverte, souhaitent continuer à apprendre la musique, mais sans avoir forcément sans être forcément dans un développement musical très poussé, voilà, sans rentrer dans les... Enfin voilà, quelque chose de plus doux, de plus léger. Donc là, ce sont les aspirants. Il y a eu une hausse de 38% pour ces aspirants. Par contre, on s'est rendu compte qu'il y avait un petit peu moins cette année d'inscription dans les ensembles, probablement lié à la crise sanitaire. Voilà, vous avez ici le nombre d'élèves par instrument. Alors, c'est vrai qu'on peut des fois s'interroger sur, par exemple, le corps, où il y a 1 élève, 2 élèves en 2021-2022. Ce sont vraiment des petites sommes qui... Voilà, c'est pas ça qui impacte énormément le budget. Les instruments qui sont les plus importants sont donc le piano, la guitare classique, la batterie, percussion et le violon. Les ensembles qui fonctionnent beaucoup, donc la chorale enfant de Bru et d'Orgères, donc c'est une chorale qui fonctionne beaucoup. Ainsi que la musique de chambre, l'ensemble de flûte traversière, la batucada, les cordes, etc. Tout ça, ce sont des ensembles qui fonctionnent plutôt bien. Voilà, au niveau des ateliers, alors les ateliers, c'était une autre proposition qui était faite, ce sont des cours collectifs en petits groupes, les ateliers, ça ne prend pas tant que ça, ça reste fragile au niveau des inscriptions pour cette année 21-22. Quelque chose qui ne... voilà, les gens préfèrent... Les ensembles sont plus demandés.
Alors ensuite, la segmentation des publics. Alors vous avez ici la présentation de tout ce qui se fait au niveau des partenariats. Alors vous voyez les 6 communes qui sont indiquées. En rose, la colonne rose, la présentation des instruments. Donc c'est ce qui est où les instruments se répartissent et vont présenter leurs instruments dans les écoles, dans les classes des différentes communes. Ensuite, vous avez au sein des enseignants, vous avez des musiciens intervenants et des enseignants, des professeurs, des enseignants d'enseignement artistique, des professeurs d'enseignement, assistants d'enseignement artistique, AEA principalement. Donc les musiciens intervenants interviennent plus sur les MAE, donc la musique à l'école, et sur des partenariats payants ou non payants. Les autres enseignants, vous n'avez que 2 cases, c'est la ligne grise là. Orgère, il s'agit de l'OVO, les 54, les 54 enfants qui sont concernés, et les 30 de Bru, il s'agit d'une enseignante qui a fait un projet, qui a monté un projet opéra à Anita Conti. Ça fait un total de 2677 personnes qui sont touchées de près ou de loin par les actions partenariales. C'est quand même assez important. Et dans les cases saumonées, là vous voyez le 570 élèves inscrits à Rive-Sud. Ce que je voulais dire, c'est que parmi les 2677 personnes qui sont touchées par les actions partenariales, 107 sont des seniors. Et il y a également 3680 jeunes qui bénéficient des présentations d'instruments et des actions partenariales. Voilà, donc l'école de musique essaye au maximum de toucher le plus de monde possible. C'est vraiment un souhait. Une petite explication sur le plan musique. Donc, dans le cadre du plan musique en Ille-et-Vilaine, le département confie au syndicat intercommunal pour l'enseignement de la musique Rive-Sud la coordination des actions musicales. L'école Rive-Sud représente l'école de pays qui, rassemble les 2 établissements, Rive-Sud et Jean Wiener. L'objectif fondamental du plan musique en Ille-et-Vilaine, c'est ce pourquoi nous sommes subventionnés, est d'offrir à tous une égalité d'accès à une éducation artistique dans le domaine de la musique. Pour la mise en œuvre de son plan musique en Ille-et-Vilaine, le département finance à peu près à hauteur de 45%. Donc on reçoit 32 400 € pour ce plan musique à ce niveau-là, musique à l'école. Jusqu'à présent, nous étions à 44 heures réparties entre l'école Jean Wiener et l'école Rive-Sud, donc 20 heures pour l'école Jean Wiener et 24 pour l'école Rive-Sud. Depuis 2021-2022, nous en sommes à 47h30 parce que la commune de Laillé nous a rejoints. On n'a pas eu d'augmentation de subvention, mais on participe à hauteur de 3h30 pour les partenariats avec la commune de Laillé. Il faut savoir également que là-dedans, il y a le poste de coordination qui permet de coordonner tous ces partenariats, toutes ces interventions, qui n'est pas financé non plus. Voilà, le plan musique, donc vous avez un petit peu plus loin les heures qui sont dédiées à la musique à l'école. Il faut savoir que donc, pour la ville de Bru, il s'agit de 299 heures, alors 362 heures. Quand on met 362 heures, il s'agit de la musique à l'école et des partenariats gratuits, parce qu'il y a également des partenariats gratuits qui peuvent rentrer dans le cadre de ce plan musique. Ces interventions n'ont pas de coût pour l'éducation nationale ni pour les partenaires. Donc tout ça, c'est gratuit. Il y a quand même des partenariats qui sont payants, qui vous sont présentés un petit peu plus loin. Alors, ensuite, vous avez les écoles qui sont touchées par le plan musique à l'école. Donc, sur la ville de Bru, il y a 5 écoles qui sont touchées. Donc, Champ-l'Évêque élémentaire, Jacques Prévert élémentaire, la Providence Centre Saint-Joseph, la Providence Centre et la Providence Verbuisson élémentaire et le Verbuisson, l'école publique du Verbuisson élémentaire. Voilà. Sur des projets divers et variés.
Ensuite, vous avez des partenariats à la fois gratuits et payants qui touchent donc la petite enfance. L'IME, le Triskel également est concerné. Les anciens avec la Girandière et l'EHPAD René Cassin et le lycée Anita Conti. Les moyens financiers, donc vous voyez que c'est un CA de 800 de dépenses au niveau des sections de fonctionnement de 881 378,38 euros, 21 419 en investissement. Voilà, les recettes sont pour 2021 de 879 017. Elles proviennent pour 11, si on prend le fromage qui est en dessous, pour 11% du conseil départemental, 59% des communes, 23% des familles, 23,45%, les atténuations de charges, il s'agit des arrêts de travail principalement, et les partenariats qu'on essaye de développer c'est marqué 2%, entre 1 et 2%. Les moyens financiers, donc vous avez également le budget qui est présenté. Donc vous voyez, c'est facile de voir que la grosse charge pour nous, ce sont les charges de personnel qui sont très importantes. Il faut savoir que 95% du budget, c'est le personnel, en sachant que dans les 95%, il y a 72% de titulaires. Voilà, voilà. Ensuite, au niveau des subventions, il est à noter que la subvention 2022 a été à l'identique de 2021. En fait, habituellement, depuis quelques années, on augmente de 2%. Là, ça a été un peu un oubli, c'est passé à l'as. Mais on a eu un soutien exceptionnel du conseil départemental cette année. Enfin, on en avait déjà eu un en 2021 de 20 000 euros, et là, on en a eu un de 8 392 euros pour la crise, suite à la crise sanitaire. Voilà. Ensuite, les recettes. Donc, alors, on continue sur les recettes, mais là, ce sont les recettes des actions partenariales. Vous pouvez voir un peu ici les structures à qui on demande une participation financière. En fait, on a une enveloppe gratuite et on a des actions partenariales qui sont payantes. Alors, effectivement, il y a une très forte augmentation de 73%. En fait, il y a dû y avoir des actions partenariales de 2020-2021 qui n'ont pas été payées en 2020-2021 et donc qui ont été rebasculées sur l'année suivante, ce qui explique, avec en plus une augmentation des propositions. Ensuite, donc les recettes des familles. Alors, il faut savoir que cette année, on a réussi en 2022, avec la nouvelle augmentation, on a réussi à avoir une augmentation un peu plus importante. Entre 2020 et 2021, vous voyez qu'il y a quand même eu une augmentation du coût des familles, parce que on a modifié un petit peu les tarifs. Il y a la carte sortir qui fonctionne, le pass culture qui est mis en place qui fonctionne aussi. Alors c'est pas probant, hein, ça touche quelques personnes, ça en touche pas des masses. Nous, on souhaite vraiment développer ça pour que ça puisse toucher le maximum de gens. Il y a 7 tranches de quotient familial et on a un soutien également de la CEAM qui nous aide à payer les partitions. Voilà. Ensuite, vous avez les tarifs 2021-2022. Je ne vais pas m'y attarder. Je pense que si vous avez des questions, j'y répondrai. Ensuite, vous avez les bénéficiaires du quotient familial.
Voilà, on cherche les moyens qui vont pouvoir nous permettre de développer l'enseignement aux plus modestes, parce qu'effectivement, on voit bien que ce ne sont pas ceux qui sont les plus touchés, forcément, et en même temps, on a besoin aussi des quotients supérieurs pour nous ramener du fond, donc on ne peut pas aller trop dans... Enfin, il faut trouver un équilibre dans ces quotients familiaux. Voilà, les actions de communication, je dirais, je vais passer vite dessus. Le plus important, ça a été quand même la création d'un site internet qui a été créé en interne au sein de l'école. Voilà, n'hésitez pas à aller le voir si ça vous intéresse. Et puis, sinon, on terminait sur les manifestations. Il y a eu des beaux concerts qui ont eu lieu. Notamment un magnifique concert de Queen, de musique de Queen, c'était très très beau, et puis des concerts de Noël, etc. Il y a un certain nombre de concerts qui sont très riches. Voilà. Alors, conformément à l'article, je ne sais pas s'il y a des questions, mais conformément à l'article L5211-39 du CGCT, les communes du membre syndicat doivent présenter ce rapport d'activité à leur assemblée délibérante avant le 31 décembre 2022. Donc je vous demanderai de prendre acte de la présentation du rapport d'activité 21-22 du syndicat intercommunal. Merci. Monsieur Houssin. Oui, on peut se réjouir du travail qui est accompli par l'école de musique dans son ensemble, avec l'ensemble des communes, aussi bien pour ses actions, pour le rayonnement. Mais bon, l'inquiétude qu'on a aujourd'hui, forcément, Marie-Pierre en a parlé, c'est l'aspect économique. On va pouvoir effectivement solliciter les communes, mais je pense qu'il va falloir, bien sûr, qu'on travaille, sans faire de mauvais jeux de mots, mais de concert, pour essayer de trouver des solutions pour l'avenir, parce qu'on ne pourra pas solliciter en permanence les communes, puisque il va y avoir une limite à cet exercice-là, et je pense qu'il va falloir peut-être à un moment prendre des décisions drastiques. Alors c'est peut-être sur le tarif, c'est peut-être dans d'autres domaines, mais je pense qu'il va falloir être inventif sur un certain nombre de pistes pour essayer de conserver bien sûr cette école de musique, ce syndicat, mais en tout état de cause, on ne pourra pas solliciter en permanence les deniers publics, donc il va vraiment falloir faire un plan d'action pour pouvoir accompagner cette école de musique dans les années à venir. Tout à fait d'accord avec vous, monsieur Houssin. Madame Durand, vous voulez prendre réponse ? Oui, je suis d'accord. C'est clair que c'est pas, on n'a pas les moyens de la gratuité. Je crois que c'est clair. Cette crise nous amène à y réfléchir. Effectivement, on y réfléchit sur différents domaines. L'organisation interne, l'optimisation, faut voir comment on peut optimiser les cours. Il y a développer les ensembles et en même temps, on ne peut pas mettre une croix directement sur l'enseignement individuel, parce que c'est aussi l'essence d'une école de musique, c'est de développer aussi l'enseignement. Mais par contre, oui, il faut qu'on arrive à se débrouiller, à être autonome, plus autonome en tout cas. On est en train de travailler quand même sur les ressources humaines, ça c'est sûr qu'on y travaille. On avance sur la recherche de mécénat, on avance sur la tarification des familles, on est en train d'étudier toutes les possibilités qui vont nous permettre d'équilibrer un petit peu le budget. On a un comité syndical demain pour évoquer un certain nombre de choses, de pistes sur lesquelles on est en train de travailler, et on va utiliser cette année 2021-2022 pour travailler là-dessus. On rencontre également les maires des 6 communes jeudi matin pour... Voilà. Parce que je reviens sur le sujet RH, parce que c'est quand même ça qui est la préoccupation actuellement, et peut-être qu'il y a des pistes qui n'ont pas été forcément évoquées, ou en tous les cas qui n'ont pas été mis autour du débat. Peut-être qu'il y a des transferts, peut-être ou de la mutualisation. Enfin, je pense qu'il faut aller
Enfin voilà, il faut s'enlever des œillères et puis qu'on essaye, enfin, et ensemble, hein, là-dessus, je crois que on a aussi, nous, traversé ces difficultés-là et elles s'accentuent. Donc, il faut peut-être casser un peu quelques codes et essayer de trouver des solutions en RH. Je sais qu'on est contraint, hein, on est dans un environnement qui n'est pas si simple, mais il y a peut-être des pistes sur le RH qu'il faudra travailler. Je pense que ça doit être possible. C'est possible ailleurs, donc il ne faut pas se les interdire. En fait, oui, on souhaite vraiment travailler sur le RH, mais la seule chose que j'aimerais vraiment éviter, c'est des licenciements. Voilà. En fait, c'est vraiment le souhait, c'est de pouvoir travailler, oui, sur les RH pour une optimisation des RH. Il y a sans doute des moyens, mais sans enfin, voilà, ce serait vraiment terrible de se déposséder encore une fois, parce que ça a déjà existé, des contractuels. Voilà. Non, mais moi, c'était plutôt dans l'esprit peut-être de retrouver des postes, alors équivalents peut-être pas, mais sur des personnes qui ont des compétences qui pourraient se faire valoir sur d'autres villes ou d'autres collectivités. Voilà, c'est une des pistes. Hein. Et les tarifs, j'insiste aussi sur les tarifs parce que bon, voilà, aujourd'hui, on est dans une période inflationniste. Il faudra être assez volontariste aussi sur les tarifs de 2023 à l'école de musique. Et oui, c'est un prix. Alors, il y a bien sûr toute la partie caution, et là, effectivement, qu'on va conserver. Mais sur les premières tranches, enfin, sur les tranches les plus... Enfin, qu'on peut impacter, je pense qu'il faut aussi peut-être y regarder de plus près, quoi. Voilà. Enfin, en tous les cas, il faut se rapprocher. Alors, d'un équilibre budgétaire, je sais pas, mais on ne pourra pas solliciter la collectivité plus qu'on va le faire aujourd'hui. Voilà. C'est bien entendu, et de toute manière, on y travaille ensemble. Hein. C'est vrai qu'on échange beaucoup avec les maires des autres villes. On est tous un petit peu dans l'expectative, et on réfléchit ensemble avec Marie-Pierre Durand et puis toute l'équipe du syndicat. Quelles sont les pistes qu'on peut explorer justement pour éviter de se retrouver dans des situations difficiles telles qu'on la connaît aujourd'hui. Voilà, toutes les pistes sont à explorer. Donc voilà, et on a intérêt, comme vous le dites, à travailler ensemble pour faire en sorte que la situation s'améliore. Et peut-être aussi s'adresser à la métropole, hein, qui peut avoir aussi un regard attentif sur ce domaine. Bon, voilà. On verra. Peut-être, ça peut être à explorer, mais la métropole avait rejeté l'idée de prendre les écoles de musique sous sa coupe, hein, quand même. Comment ? Ce qui était vrai hier peut évoluer peut-être avec le temps. Enfin, en tout cas, il faut donner un plan pluriannuel. Enfin, il faut trouver, voilà, je pense qu'il va falloir trouver vraiment des solutions, sans doute pas très faciles, mais nécessaires en tous les cas. Mais on y travaille quand même. Je préfère vous. Non, mais c'est pas une inquiétude par rapport à ça. C'est simplement de dire voilà qu'on le fasse aussi ensemble. Enfin, en tous les cas, on a tous un intérêt commun sur la promotion de la musique et au plus grand nombre. On a intérêt à mettre tout sur la table et puis effectivement à trouver des solutions. Il n'y a pas de souci. Merci bien. Donc nous prenons acte de ce rapport. Merci Madame Durand. Délibération numéro 19 maintenant. Il s'agit de la convention de mise à disposition des moyens de la ville de Bru par rapport au CIM Rive-Sud. Madame Durand. Alors donc, les services de la ville assurent pour le compte du syndicat intercommunal différentes missions donc, qui ont été formalisées dans le cadre d'une convention. Cette convention d'une durée d'1 an arrive à expiration le 31 décembre. Donc, il s'agit de dispositions de moyens par les services, alors RH, 1 jour par mois, pour la réalisation de la paie des agents, la saisie des arrêts pour raisons de santé, les actions de formation. Il s'agit des moyens du service finance, avec la saisie des engagements, le paiement par mandat, en fonctionnement, investissement, la gestion des frais de déplacement, les suivis des contrats, les assistances comptables et budgétaires, à hauteur de 3 jours par mois. Le service informatique, à hauteur de 2 heures par mois, par rapport au raccordement au réseau informatique de la mairie, création de comptes réseau, partage des accès Internet antivirus, maintenance et installation d'équipements informatiques. La communication, pour une hauteur de 2 heures par mois, qui permet de valoriser les actions du syndicat, et le courrier. Le syndicat intercommunal de musique Rive-Sud s'engage à rembourser à la ville de Bru les charges de fonctionnement engendrées, charges de personnel, de formation, affranchissement, loyer du réseau informatique. La durée de la convention est d'1 an.
Les termes de la convention pourront être modifiés par avenant au cours de l'année 2023. Alors, pour information, cette convention, cela revient à 9 000, on est sur un total de 9 792 € que le syndicat reverse à la ville de Bru pour son soutien au niveau des moyens. Voilà, je vous demanderai de bien vouloir approuver les termes de la convention de mise à disposition de moyens et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents nécessaires. Merci Madame Durand. Monsieur Houssin ? Oui, juste une question. Alors, j'aurais pu faire une recherche, mais si on fait le comparatif avec la convention précédente, est-ce qu'il y a eu des changements par rapport aux mises en œuvre de la ville sur les horaires, sur les temps passés ? Oui, il y a eu un travail qui a été fait entre le CIM et les services, évidemment. Par contre, parce que effectivement, il y a eu ça a été un peu diminué au niveau des RH et des finances, mais en fait, pas tant que ça, pas beaucoup. En fait, non. Je reviens. En fait, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution par rapport à l'année dernière, parce que même si l'école de musique a essayé au maximum d'être plus autonome, notamment en informatique. Par exemple, en informatique, les PC du CIM vieillissent, et donc, du coup, le service informatique a été plusieurs fois sollicité, alors que ça, c'était pas prévu. Voilà. Au niveau du service com, il y a eu une demande de soutien pour la création du logo, même si le CIM a fait son site internet en interne. On a fait appel au service com pour le logo. Donc, bon, voilà, 2 heures par mois, c'est très vite passé. On le conçoit très bien. Il y a souvent régulièrement des allers-retours entre les services RH et finances. Non, ça n'a pas beaucoup évolué, en fait. C'est quasi identique à l'année dernière. Merci Madame Durand. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Pas de questions, donc je passe au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Donc proposition adoptée à l'unanimité, merci. Ok. Nous passons maintenant au grand logis, l'avenant sur les tarifs du cinéma pour l'année 2023, la saison, 2022-2023. Madame Durand. Alors, il s'agit cette fois de... J'ai plus mon papier. Il s'agit cette fois d'un avenant au tarif du cinéma pour la semaine du cinéma britannique. La 15e édition de la semaine du cinéma britannique aura lieu du 14 au 21 janvier 2023. La tarification actuelle permet au plus grand nombre d'accéder à la diffusion de films, des films proposés. On a pris la décision de modifier... attendez, excusez-moi, je recherche mon document. On a pris la décision... Voilà. On a pris la décision d'augmenter le coût des passes. En fait, l'année dernière, en 2022, il y avait 130... On a vendu, lors de la semaine du cinéma britannique, 133 passes à 5 places à 15 € et 89 passes semaine à 20 €. Voilà, 15 € divisé par 5, ça revient à 3 € le film. On s'est dit qu'on avait de la marge pour augmenter. Et donc, on a pris la décision d'augmenter le pass 5 places en le passant de 15 à 20 € et le pass semaine de 20 à 30 €. Voilà. Donc, je vous demanderai de bien vouloir approuver la modification de ces 2 tarifs. Merci Madame Durand. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette proposition de délibération ? Pas de questions, donc je passe au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Proposition adoptée à l'unanimité, merci. Nous passons maintenant au personnel, donc nomination des agents et avancements et grades suite à la réussite au concours et examen professionnel et inscription sur la liste d'aptitudes, et également suppression et création de postes et modification du tableau des effectifs. Madame Chevalier. Merci, bonsoir. Alors voici ce soir une délibération qui récompense les agents pour leur investissement, leurs efforts et leur réussite, qui permettent aussi à la collectivité de s'enrichir, d'avoir des agents montants en compétences. Nous affirmons ce soir l'envie d'accompagner et de valoriser la réussite et les efforts des agents, de leur permettre d'accéder à des fonctions et des emplois plus complexes, avec de meilleures perspectives de carrière et de rémunération.
Parce que l'avancement de grade correspond à un changement de grade à l'intérieur du cadre d'emploi. Il permet d'accéder à un niveau de fonction et d'emploi plus élevé. L'avancement de grade a lieu d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il est conditionné par la réussite d'un examen professionnel, mais peut aussi être soumis à d'autres règles, telles que les positions individuelles d'ancienneté ou d'échelon, à certains quotas par grade ou encore à des notions de seuil démographique. Il se traduit pour l'agent par une augmentation du traitement indiciaire, donc une augmentation de son salaire, une amélioration aussi des perspectives de carrière. Donc, dans le cadre de la mise en œuvre des décisions d'avancement de grade des agents suite à réussite à concours ou examen professionnel et inscription sur liste d'aptitude, il est proposé les suppressions et créations de postes suivantes ainsi que la modification du tableau des effectifs, que vous retrouvez donc en détail dans la délibération et que je liste là rapidement. Donc, à la direction des infrastructures et de l'espace public, à l'activité voirie, nous passons donc sur un poste d'agent de maîtrise temps complet à un poste de technicien temps complet, enfin poste grade. Pour 2 agents à la direction des infrastructures et de l'espace public au service bâtiment, nous passons du grade adjoint technique temps, donc sur une quantité de temps complet, à adjoint technique principal 2e classe. À la direction de l'éducation, pour un poste au service enfants-jeunesse, nous passons donc d'adjoint d'animation à adjoint d'animation principale 2e classe. Et enfin, à la direction finance, nous passons d'adjoint administratif à adjoint administratif principal 2e classe. Voilà. Et donc, j'ai pardon la fin. Bien, merci. Vu le tableau des emplois, je vous demanderai de bien vouloir adopter les propositions du maire, modifier le tableau des emplois et inscrire au budget les crédits correspondants. Merci. Merci, Madame Chevalier. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions? Donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 22. Personnel, indemnité des élus à compter du 1er décembre 2022. Madame Chevalier. Oui, merci. Donc je vous demande juste de prendre connaissance et acte du tableau de répartition des indemnités. Merci. Monsieur Houssin. Oui, au regard de ce tableau, si on le compare avec celui qu'on nous avait présenté en début de mandat, je pourrais dire qu'il y a un petit peu de modification et beaucoup d'instabilité dans votre équipe. Vous avez eu 4 conseillers municipaux qui ont démissionné après de 2 ans de mandat. Et aujourd'hui, on a quelque part des démissions qui ne portent pas leur nom. Vous avez 4 conseillers délégués qui abandonnent leur délégation. Alors je peux les citer, il y a la biodiversité, j'en ai compté 4. Il y a la biodiversité, j'ai compté la vie associative, j'ai aussi pris en compte l'espace public biodiversité, je l'ai dit, le numérique, le développement économique, et puis je crois qu'aussi la délégation jeunesse n'est pas pourvue. Donc une question, c'est est-ce que ces thématiques, est-ce que ces sujets sont encore à l'ordre du jour? Et si oui, à qui les avez-vous transférés? Ou alors vous considérez que ce ne sont pas des sujets prégnants pour la ville et que vous les abandonnez faute d'élus en capacité à prendre ces sujets? Je vais vous répondre, Monsieur Houssin, vous faites des raccourcis qui n'en sont pas. En fait. Non, c'est juste une question. Non, mais raccourcis, et puis des observations. Vous faites beaucoup de raccourcis. Alors effectivement, il ne vous a pas échappé quand même qu'en début de mandat, tous les conseillers municipaux de la majorité avaient une délégation. Oui, mais j'observe que c'est plus le cas aujourd'hui. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Mais il y a de bonnes raisons à cela. Il y a d'excellentes raisons à cela. C'est-à-dire? Eh bien, écoutez, je vous propose de donner la parole à M. Salle, qui va s'expliquer lui-même, puisqu'il est concerné directement par cette délibération. Non, mais ça, j'entends bien, c'est pas le sujet. Non, mais ça vaut pour tous les autres conseillers. Non? Non, j'ai pas de jugement de valeur. Je dis simplement que ces délégations ne sont plus assurées. Je pose la question au maire, savoir s'il y a eu des transferts de délégations auprès d'autres conseillers. Pardon? Non, ah non, de démissions, oui, parce qu'il y a eu 4 démissions. Non, mais... Non, attendez. Je répète ce que je... Non, mais j'en prie.
En tous les cas, aujourd'hui, on constate que ces sujets et que ces thématiques ne sont plus... en tous les cas, on n'a pas eu l'information. Non, monsieur Houssin, vous n'avez pas... Non, mais peut-être que j'en ai... Non. omis peut-être quelques-unes. Vous interprétez les choses. C'est pas parce qu'on se désintéresse de ces sujets, bien au contraire. Par exemple, la délégation de monsieur Salle est reprise par madame Pétel. D'accord, mais voilà. J'en avais Donc, pas vous voyez l'information, on n'a peut-être pas eu l'information. On fonctionne... C'est une question. En plus, on fonctionne par pôle. Et donc, ce sont des délégations qui sont normalement dans des pôles. Là, effectivement, c'est le pôle finance et vie économique. Donc, c'est Madame Pétel qui rejoint ce pôle pour pouvoir prendre la délégation. Alors, je vous invite à ce moment-là à remettre le site à jour, puisque c'est pas vraiment le cas aujourd'hui. Ah ben, si vous voulez, on peut... Pour que la population ait l'information dans son domaine. On peut remettre le site à jour, c'est pas un problème. Non, c'est pas un problème, mais ce serait... Ce n'est pas parce ça va sans dire, mais ça va bien. Ce n'est pas parce qu'on se désintéresse des sujets, bien non, j'ai pas dit ça, mais c'est simplement pour convenance personnelle, parce que certains, effectivement, mais je peux comprendre, de notre équipe ont souhaité soit quitter l'équipe, donc ils ont démissionné, soit y rester, mais laisser leur délégation, parce que pour des questions de temps et de professionnalisation, on peut le comprendre. Vous travaillez aussi, donc bien, il n'y a pas de souci, on peut le comprendre. Donc voilà, donc ils ont au moins l'honnêteté de dire, ben moi, je ne peux plus m'occuper de ma délégation, donc je la laisse à quelqu'un d'autre, et par contre, je reviens à une indemnité qui est l'indemnité que vous touchez. Mais ce ne sont pas les personnes, on est en cause, c'est simplement les sujets politiques que vous défendez, que vous avez défendus en début de mandat, on ne retrouve pas aujourd'hui. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de différence. On mettra le site à jour si vous voulez, il n'y a pas de différence sur notre politique. C'est vrai que le développement économique, entre autres, mais toutes les autres délégations ont leur importance, mais je pense au développement économique, c'est vrai que c'est un vrai sujet, et prégnant pour la ville, et donc moi j'avais pas compris que Mme Pétal avait repris cette délégation, mais maintenant on la prend, voilà, et avec plaisir. Très bien. Alors, Monsieur Raveau, vous voulez intervenir? Non, moi, j'ai pas l'habitude de prendre beaucoup la parole, donc je vais quand même m'autoriser à la prendre. Pour ce qui est de la délégation jeunesse, je peux vous dire que, au-delà du champ de celui qui m'a été confié à la tranquillité publique, à la sécurité, la délégation jeunesse, je suis présent à toutes les commissions. Je rencontre régulièrement les responsables de travail avec le pôle éducation, et je suis pratiquement à toutes les rencontres et les négociations qu'il y a autour de la problématique de la jeunesse à laquelle je suis singulièrement attaché. D'accord, donc encore une rectification à faire sur le site alors. Merci Monsieur Kamarek. Non? Madame Pinard alors. Ne vous battez pas, vous battez pas. Loin de nous l'idée de laisser vacants certains postes, hein, et pour ce qui me concerne, dans le pôle aménagement, pour ce qui est des espaces verts, des espaces publics et de la biodiversité, Renan qui laisse sa mission, on a tout de suite paré à son absence, et donc ce poste-là, qui est un peu transversal déjà dans les faits, est repris notamment par le poste de transition écologique. Et aussi, en fait, par moi aussi, voilà. Mais les dossiers suivent et avancent. Merci. Monsieur Kamarek? Oui, moi, je voudrais pas venir sur des cas particuliers, mais peut-être rappeler à Monsieur Houssin que dans beaucoup d'équipes, on est confronté à cette difficulté d'allier la vie professionnelle et familiale et à la vie d'élu, et que parfois on peut avoir une très forte volonté de s'impliquer, comme ça a été le cas dans notre équipe, et comme c'est encore le cas dans notre équipe depuis le début sur tous les sujets, et que la vie professionnelle, la vie familiale peut faire que à un certain moment on est contraint de laisser un petit peu de ces activités, et en l'occurrence, on n'a pas trop le choix dans ces cas-là. Non, mais on est tout à fait en phase avec ça. Voilà. Simplement, ce qu'on aurait apprécié, c'est que sur cette délibération, par exemple, ou une délibération suivante, on dise, voilà, il y a une délégation qui a été transférée à telle et telle personne, ou elle est dans le pôle, comme le dit Monsieur le maire. Voilà, c'est simplement ça, c'est montrer que ces sujets-là restent d'actualité. Alors bon, on est rassuré, mais on n'a pas besoin de ça. On peut supposer qu'effectivement, vous l'aviez déjà évoqué, mais ça aurait été plus facile, plus lisible en tous les cas de faire un transfert de délégation, et c'était plus simple de lecture pour nous. Très bien, bah écoutez, on vous donnera l'information comme on la donnera aux Brousois d'ailleurs, par l'intermédiaire du site. Et une dernière question qui n'est pas en lien avec ça, mais
Alors c'est peut-être une information que qu'on n'a pas eue, et moi j'ai peut-être pas aperçu cette information-là. Est-ce qu'il y aura des vœux aux acteurs économiques et acteurs associatifs pour 2023 Je n'ai pas vu de date. Il va y avoir des vœux, mais en ce moment on est un petit peu en expectative parce qu'on avait calé nos vœux, pour tout à fait vous dire la vérité, on avait calé nos vœux sur une date qui nous a été reprise par la métropole, puisqu'ils viennent de nous annoncer qu'ils changeaient la date de leurs vœux et qu'ils veulent la faire en même temps que nous. Donc voilà, on est un petit peu dans l'expectative. C'est quand même pas la métropole qui va décider des vœux à Bru. Non, bien sûr que non, mais rassurez-moi. Si vous voulez, on a quand même un entrechocage là, de date qui nous perturbe un petit peu. D'accord. Mais la date est prévue. Voilà. Simplement, les invitations ne sont pas encore parties à cause de ça. Et vous pouvez peut-être nous donner la date pour nos agendas? Non, pas encore. Je préfère pas vous la donner aujourd'hui, puisqu'on ne sait pas encore quel jour. D'accord. Voilà. Donc je préfère ne pas vous la donner. On vous laisse nous avertir. Mais vous le saurez très bientôt, dans la semaine. Merci. Au maximum. Voilà. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je passe au vote. On n'a pas voté. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? La proposition est adoptée à l'unanimité. Avant de clore la séance du conseil municipal, je voudrais simplement rendre hommage à notre DGS, directrice générale des services, Madame Saval, qui, comme vous le savez, va partir vers d'autres aventures. Donc c'était aujourd'hui son dernier conseil municipal avec nous. Donc je voulais la remercier au nom de toute l'équipe municipale, et je pense que je peux associer aussi les élus d'opposition pour le travail qu'elle a réalisé au sein de notre commune. Et donc lui, c'était le meilleur pour la suite. On peut l'applaudir. Hein. On peut l'applaudir. Merci beaucoup. Et donc la séance est close. Et puis il me reste à vous souhaiter aussi de bonnes fêtes de fin d'année. Bonne soirée.